Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice numéro 2, une partie 2 qui concerne de la plante sauvage à la plante domestiquée. Plus particulièrement, vous pouvez le lire ici, le phototropisme chez les végétaux. Cette épreuve est tombée le 15 mars 2021 en métropole. Phototropisme veut dire se diriger vers la lumière. Voici le sujet qui vous est présenté. Les parties aériennes de la plante sont liées de production de matière organique par photosynthèse. Cette réaction nécessite la présence de lumière. Différentes adaptations permettent aux végétaux d'optimiser la capture de la lumière. L'une d'elles est le phototropisme positif qui correspond à la capacité de certains organes à s'orienter vers la lumière. Voici la question qui vous est posée et à laquelle vous allez devoir répondre à partir des documents. Expliquez les mécanismes qui permettent à certaines plantes à fleurs d'orienter leur croissance vers la lumière. Comment les plantes peuvent s'orienter et se diriger vers la lumière. Il est bien précisé, vous le voyez en italique, toujours pensez à bien lire ici. Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix, intégrant des données issues des documents et des connaissances utiles. Attention, je vous le dis pour chacune de ces épreuves de partie 2, surtout la priorité va être de partir des documents, vous analysez, vous interprétez les documents, et après vos connaissances vont vous aider à interpréter, mais surtout pas l'inverse. Il ne s'agit pas de raconter ou d'expliquer ou de restituer ces connaissances. Il faut en priorité extraire des informations des documents. Document numéro 1, une croissance différentielle. On explique ici que pour tester l'action de l'orientation de la lumière sur la croissance des végétaux, on va se servir de deux lots de jeunes pousses de blé, le lot A qui va être initialement éclairé avec une lumière uniforme, et ensuite on a, vous le voyez ici, on va appliquer ensuite une lumière unilatérale, donc que d'un côté, pendant 30 secondes. Et ensuite on replace ce lot sous une lumière uniforme, et ici le lot B est éclairé lui par contre pendant toute la durée de l'expérience avec une lumière uniforme. Donc vous l'avez compris, le lot B va servir de témoin ici, comparé au lot numéro A. Et on vous dit qu'après on mesure la croissance du côté éclairé et du non éclairé des jeunes pousses du lot A et la croissance des jeunes pousses du lot B. Ici, le premier document que vous avez vous montre le protocole expérimental, comment ici donc on a procédé pour faire cette expérience, et on voit bien effectivement ici une source de lumière qui va être unilatérale ici, et on distingue ces jeunes pousses qui pour l'instant, vous le voyez, ne sont pas encore orientées, ne sont pas encore tournées vers la lumière. Le document 1B vous montre l'évolution de la croissance en longueur des jeunes pousses de blé des lots A et B. Dans ce graphique, vous avez, alors on vous précise d'ailleurs une remarque que les résultats obtenus pour les pousses du lot B sont similaires, quel que soit le côté considéré. Toujours quand vous avez ce type de graphique, pensez à regarder les axes. Ici, vous avez la croissance en longueur en millimètres en fonction du temps. Et vous avez le lot B et ici le lot A de chaque côté. Qu'est-ce qu'on observe? Déjà, quand vous analysez un graphique, pensez toujours à argumenter en donnant des valeurs. Vous allez extraire et donner des valeurs pour argumenter d'un point de vue scientifique. Première chose que l'on observe, c'est que vous voyez que le côté non éclairé des pousses du lot A est toujours supérieur en croissance par rapport au lot B. Cette courbe est toujours au-dessus. Et le côté qui est éclairé, lui, par contre, est toujours en dessous. Donc clairement, la croissance en longueur est plus importante du côté non éclairé que du côté éclairé. Première chose qui paraît assez étonnante, mais du côté où la lumière vient, la croissance est plus faible que du côté qui n'est pas éclairé où la croissance est beaucoup plus forte. C'est ce que l'on voit ici très clairement. Comment expliquer cette différence de croissance? Document numéro 2 nous parle de la distribution de l'auxine au sein du végétal. Auxine, vous avez déjà parlé durant votre cours, c'est une hormone végétale qui joue un rôle essentiel dans le développement des végétaux, et on vous dit qu'on sert d'une technique en fait qui va servir à révéler la présence d'auxine par une coloration bleue. C'est ce qu'on vous explique ici. Première chose, on voit que quand on éclaire dans la photo que vous avez ici, à droite de la plante, on voit que l'auxine, quand l'éclairement vient de ce côté, on voit donc, déjà on distingue que la plante s'est tournée vers la lumière, on a un phototropisme positif, et on voit que l'auxine est plus important du côté non éclairé, on le voit très clairement. L'éclairage B, pour le lot B éclairage uniforme, on voit ici que l'auxine est répartie de manière identique ici. Conjoint tout ceci, déjà on peut faire un lien assez intéressant entre ce document ici et celui qu'il y a au-dessus. On voit que quand l'éclairement est unilatéral, que d'un côté,
il y a plus d'oxine de ce côté, du côté non éclairé. On peut donc faire l'hypothèse que c'est l'oxine plus importante du côté non éclairé qui est responsable de la croissance en longueur plus importante des pousses du lois. On peut faire ici déjà une corrélation, un lien entre concentration d'oxine plus importante du côté non éclairé et une croissance en longueur qui est beaucoup plus importante. La question bien sûr, comment l'oxine peut permettre une croissance en longueur plus importante. Le document numéro 3 nous montre l'action de l'oxine sur le pH extracellulaire, c'est-à-dire autour des cellules. Et on explique qu'on va mesurer l'évolution de différents paramètres physico-chimiques, dont le pH, suite à l'injection d'oxine. On a fait ça sur des cellules de soja. Et dans ce graphique, vous avez donc de l'eau, le lot numéro 1, auquel en fait, eh bien, on n'a fait aucune modification, c'est donc votre témoin négatif. Et dans l'eau numéro 2, on a rajouté de l'oxine dans le milieu, donc on vous le dit après à peu près donc 1 heure. Donc quelle est la conséquence de cet ajout d'oxine? Dans l'eau numéro 1, on voit ici, il n'y a pas eu d'ajout d'oxine, on voit que le pH, donc on a le pH en fonction du temps, le pH varie très faiblement, puisque vous voyez qu'au bout de 7 heures, on est passé de 6,4 à environ 6,25. Donc une très faible diminution du pH. Si par contre on s'intéresse au lot numéro 2, auquel on a rajouté l'oxine, on voit que ce pH passe de 6,4 à 5,9 à peu près, donc une diminution qui va être plus importante. Alors, hypothèse que l'on peut formuler ici, c'est que l'oxine est responsable d'une baisse du pH dans le milieu extracellulaire. Quel lien y a-t-il entre cette baisse de pH et une augmentation de la croissance? La suite des documents va nous permettre de pouvoir éclaircir ce dernier point. Document numéro 4, effectivement, on a finalement une confirmation de notre hypothèse, l'action du pH sur l'élongation cellulaire. Élongation veut dire allongement. On vous explique qu'on mesure l'élongation de segments de plants de soja incubés dans un milieu tampon à pH égale 6,4 en fonction du temps. Le pH du milieu du lot numéro 2 est modifié au bout de 3 heures alors que celui du lot 1 est maintenu constant. Le lot 1, c'est le témoin négatif et le lot numéro 2, c'est celui dont le pH extracellulaire va être modifié. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que si, on voit encore une fois que pour l'eau numéro 2, la courbe correspondant à l'élongation est toujours supérieure ici à celle du lot numéro 1. Attention, ici on a un micromètre alors que juste avant, je remonte un petit peu, on était à millimètre. Attention à bien lire le graphique pour bien montrer aux examinateurs que vous savez lire un graphique, que vous savez extraire des informations d'un document. Ici, on voit que cette courbe est toujours au-dessus du lot numéro 1. Conclusion, l'élongation est supérieure. Alors ici, je précise quand même que là, c'est très peu différent. C'est à partir du moment où effectivement on change le pH, aussi on le modifie puisqu'il est beaucoup plus bas. On passe d'un pH à 4,5 alors qu'avant on était à 6,4. On voit que dès qu'on diminue le pH, l'élongation augmente très fortement puisque vous le voyez. Au bout de 2 heures, on est passé de 400 à presque 1600 micromètres. Donc on a quadruplé l'élongation en baissant le pH. On peut conclure de ce document que le pH, qu'une acidification du milieu, une baisse de ce pH, va augmenter fortement l'élongation de vos cellules, de nos cellules en l'occurrence. La question bien sûr c'est comment? Comment en fait cette baisse de pH peut avoir un impact sur l'élongation cellulaire. Document numéro 5 nous parle du rôle, ce qu'on appelle le rôle des expansines à l'élongation cellulaire. Là il y a 2 documents. Le premier qui explique ce que sont les expansines. Alors il y a un petit rappel qui est fait sur la composition de la paroi. On vous explique que la paroi végétale c'est une matrice, donc c'est une matrice extracellulaire, c'est une substance qui fait la cohésion entre les cellules. Et on vous explique qu'il y a 2 molécules très importantes qui composent cette paroi, la cellulose et l'hémicellulose. Et il y a des liaisons qui relient ces 2 composants. On le voit ici, cellulose, vous avez l'hémicellulose et des liaisons qui vont relier, qui vont permettre la cohésion de la paroi. Et des liaisons hydrogènes qui permettent la cohésion de cette paroi. Et à ceci, on vous rajoute clairement, on vous dit clairement que ceci permet de résister à l'étirement. Par conséquent, imaginons qu'on coupe ces liaisons, et bien en coupant ces liaisons, on va favoriser l'allongement, on va favoriser l'élongation cellulaire. Et là, on vous explique que des expansines, des protéines, existent qui sont capables de se fixer aux molécules de la paroi comme la cellulose
et de s'intercaler, ce qui va avoir pour effet de casser les liaisons hydrogène. C'est ce qu'on vous explique ici. On peut faire l'hypothèse que ces expansines sont en fait des protéines. Ici, dans ce petit document, en fait, on vous l'explique. On voit qu'avant l'activation des expansines, eh bien, ces expansines sont autour, elles sont présentes dans la paroi. Par contre, quand elles sont activées, on le voit effectivement, c'est un peu l'image qui vient illustrer le texte, on voit que ces expansines vont permettre vont s'intercaler entre ces hémicelluloses et la cellulose et vont casser ces liaisons, ce qui va avoir pour effet de pouvoir favoriser l'étirement indiqué par les flèches que vous avez. Par conséquent, on peut conclure ce document que les expansines peuvent avoir un rôle potentiel très important sur l'étirement. La question, bien sûr, est quel lien finalement entre oxine, expansine et baisse de pH? Le dernier document nous montre l'action du pH, l'activité des expansines. Alors attention, il y a marqué activité, alors qu'ici, il est bien marqué que ce graphique indique la quantité. On voit que si le pH est plus bas, à 5, eh bien, on voit que la quantité d'expansine qui est à la paroi est beaucoup plus importante. Comparé à un pH de 7,5, on voit qu'ici on est aux alentours de 0,8 en unité arbitraire, alors qu'ici on est aux alentours de 2,3. Donc on est quasiment presque au triple, d'accord, au nombre d'expansines qui sont bien plus importantes dans la paroi quand le pH est plus bas. Conclusion de tout ceci, parce que bien sûr, n'oubliez pas qu'en conclusion, faire le lien entre tout ceci et bien sûr répondre à la question. Je reviens à la question de départ. On vous demande d'expliquer les mécanismes qui permettent à certaines plantes à fleurs d'orienter la croissance vers la lumière. Première chose, vous avez vu que si l'éclairage est unilatéral, on voit que la quantité d'oxine va être plus importante du côté non éclairé. Si cette quantité d'oxine est plus importante sur le côté, on a vu que ceci baissait le pH. Le pH va être plus bas. Quelle est la conséquence d'un pH plus bas? Eh bien, ça va être tout simplement une augmentation de la quantité d'expansine. Et si les quantités d'expansine augmentent, eh bien, ceci va favoriser l'étirement. Bref, vous l'avez compris, éclairage unilatéral, quantité d'oxine plus importante du côté non éclairé, plus d'oxine du côté non éclairé entraîne une baisse du pH, et si le pH est plus bas, la quantité d'expansine est plus importante, ce qui va fragiliser la paroi et favoriser l'étirement du côté qui va être le moins éclairé. Ici un petit schéma pour résumer tout ceci ici. Éclairage uniforme, on a une quantité d'oxine qui va être identique de chaque côté, ce qui fait que l'allongement sera identique de chaque côté. Il n'y a pas d'orientation de votre tige ici. Au contraire, si l'éclairage est unilatéral, la quantité d'oxine va être plus importante du côté non éclairé, et si c'est plus important ici, baisse de pH, action des expansines qui sont plus importantes, étirement, et donc la croissance est plus importante sur un côté que de l'autre. Si la croissance est plus importante de ce côté que de l'autre, votre plante va se tourner vers la lumière et on obtient un phototropisme positif.